C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. À OIM, l'affaire de l'assassinat par des pratiques occultes de Melchior Ntoutoumtoum continue d'alimenter les conversations. Cette fois-ci, il s'agit de l'arrestation de son meurtrier, Eric Essono Umba, par les autorités locales. Vous le verrez dans ce journal. Juste après la clôture du Rainforest Summit, le président Ali Bongo Ondimba a accordé une audience au président du Front mondial pour la malaria et le VIH. Les deux personnalités ont discuté de la nouvelle éligibilité du Gabon au sein de cette organisation. Également dans ce journal, nous serons en direct du Cameroun avec notre correspondant Joël Sidney pour parler de l'affaire Martinez-Zogo qui connaît un autre rebondissement. Et bienvenue à toutes et à tous en ouverture de ce journal et ce, à l'intérieur du pays. Les faits se sont déroulés dans le village Ongon Efik au canton Bissok dans la province du Wolontem. Un dénommé Melchior Ntoutoumtoum, paix à son âme, utilisait une vingtaine de jeunes, tous de nationalité gabonaise, à subir des pratiques occultes. Regardons ce reportage de notre correspondant sur place. Dans la nuit du 14 février, Feu Ntoutoumtoum, alias Jésus, il disparaissait de son village Angonefik, qui se situe dans le canton Bissok, dans le département du Wolo. À la suite de cela, une dénonciation a été faite par la famille de la victime auprès des officiers de police judiciaire de la brigade de gendarmerie nationale de Yémen. Plusieurs personnes ont été interpellées, parmi lesquelles le nommé Essono Umba Eric Joël, lequel a finalement avoué avoir commis le forfait. Selon le procureur, l'enquête suit son cours et tient dans le même élan à rassurer les populations que la brigade travaille jour et nuit pour apporter plus d'éléments de réponse à ce drame qui met en mal les habitants du village. Toujours est-il que nous sommes encore en pleine enquête, donc les circonstances de la commission de cette infraction restent à déterminer, le modus operandi reste à déterminer, ainsi que le mobile de l'auteur de l'infraction. Les populations doivent désormais dormir tranquilles parce que l'auteur des faits a déjà été interpellé. Le fils du maître spirituel a avoué le crime et s'exprime ainsi que d'autres témoins. Le lieu de sacrifice est lui-même, le livre que je vous ai demandé qui avait été dessiné. Ça a été tracé par lui-même. La montagne, donc c'est la montagne là. Voici le lieu du sacrifice. C'est le lieu que lui-même il a choisi. Tout est écrit. La partie du sacrifice ne devait pas s'écrire. Mais l'image du sacrifice était déjà conçue. Ça, c'est des gens qui sont venus me poser la question. J'ai dit pardon. Pour le moment, je sais là où je me trouve là. Les gens racontent n'importe quoi. Le commérage, le cancan, je ne me prononce pas. Tant qu'une enquête n'est pas encore ouverte. Une dame qui vend le poisson frais est allée donner le colis à la gare chez Kanté, la gare de Bissok. Maintenant, les enfants du canton, monsieur, ils ont demandé à monsieur Zouraba, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là que Melchior est mort? C'est là où monsieur Zouraba a dit que je m'en fous, même s'il meurt, ça ne me regarde pas. La mère du gourou mystico-magicien, Melchior Ntoutoumtoum, a également été interpellée. Père, c'était pas le Saint-Esprit. Non. Mais pourquoi vous avez raconté aux enfants là que le père de votre fils c'était le Saint-Esprit, que vous avez eu votre grossesse par le Saint-Esprit, les petits qui étaient là, pourquoi vous leur avez dit ça? Non, je ne les ai pas dit ça un jour. Eric Essono Umba a finalement expliqué tout le scénario à Madame le procureur de la République. Après une longue journée d'enquête et d'interrogatoire, cette dernière a rassuré les populations qui étaient dans la psychose depuis plusieurs jours déjà. Célébration de la journée citoyenne à travers le territoire national. Une opération lancée par le chef de l'État il y a quelques années. À cette occasion, quel est le rôle et les missions de cette manifestation? Jessica Ondjoa nous fait le point. Instaurée en 2010 par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, la journée citoyenne est une opération de nettoyage de l'environnement célébrée chaque premier samedi du mois.
Au Gabon, la manifestation permet de lutter contre l'insalubrité, d'état d'immondices observés dans plusieurs quartiers de la capitale. Ceci en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Cette initiative présidentielle semble être une condition indispensable pour la santé et le bien-être des citoyens gabonais. À cette initiative citoyenne, il est également question de faire la promotion d'un environnement sain, destiné aux habitants de chaque commune et localité. La journée citoyenne s'inscrit dans l'optique d'inciter tous et chacun à la participation collective. Mener des actions pour l'environnement sur l'ensemble du territoire national, la journée citoyenne, un moment de partage sans distinction de sexe, d'âge, religion, origine, occasion de resserrer les liens et d'impliquer chaque citoyen gabonais à la propreté de l'environnement. La traditionnelle journée citoyenne est donc une opération de nettoyage qui, chaque premier samedi du mois, mobilise plusieurs acteurs de la société, hommes et femmes de bonne volonté. En 2009 s'est tenue la première journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle créée à l'initiative de l'ONG Groupe International des Paroles des Femmes, JPEF. Cette journée se veut un moment de sensibilisation et de mobilisation. Chimène Nindon, reportage. L'exploitation sexuelle est, selon plusieurs, une des pires formes de violation des droits humains en reléguant la victime au simple statut de marchandise. Célébrée tous les 4 mars, la Journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle est un moment pour sensibiliser, mobiliser les gouvernants et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde. Bien qu'il ait des exceptions, l'exploitation sexuelle touche essentiellement les femmes et les enfants et constitue un problème de taille mondiale. On estime que chaque jour de l'année, en moyenne, 8 femmes, filles et souvent de jeunes garçons sont piégés par des réseaux criminels dont le seul but est de les exploiter sexuellement, de les trafiquer et de les asservir. Ce processus les prive évidemment de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit à la liberté, de leur dignité, de leur droit de vivre où bon leur semble et du droit de contrôler leur propre corps. Bien que le problème soit mondial, certains endroits sont plus vulnérables que d'autres. Il s'agit de zones situées en Asie du Sud-Est, en Europe orientale et dans certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes. L'UNICEF estime que plus de 3 millions d'enfants dans le monde sont victimes de prostitution et que les enfants représentent plus du tiers de tous les travailleurs en Asie. Comme les années précédentes, il n'y a pas eu de festivités officielles au Gabon. La Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle a été instituée par les Nations Unies pour réfléchir sur les stratégies de lutte contre ce fléau lucratif à plusieurs titres. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité, une journée qui se célèbre sous le thème « Parlons de l'obésité ». Plus de détails dans ce reportage avec Chimène Nindon. Le 4 mars a lieu la Journée mondiale de lutte contre l'obésité. Lancée en 2020, cette journée contribue à sensibiliser les gens sur cette maladie tout en mobilisant les énergies, et ce, afin de changer les mentalités et de lutter contre les idées reçues. Pour une grande partie de la population, le surpoids et l'obésité ne sont qu'un manque de motivation et de fainéantise, trop de nourriture ingérée et une grande sédentarité. L'obésité est une maladie multifactorielle qui comprend notamment des facteurs héréditaires et ou génétiques, des causes environnementales et ou médicales, des problèmes hormonaux et bien d'autres. L'obésité est bel et bien une maladie qui gagne du terrain, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la qualifie de première maladie chronique de l'histoire. Les chiffres sur le surpoids et l'obésité de ces dernières décennies sont glaçants. Il est donc indispensable d'aider les personnes atteintes. Pour y parvenir,
Il faut changer le regard que la société porte aux personnes en surpoids et obèses, notamment en arrêtant les discriminations et en défendant cette cause. Tel est l'objectif de cette journée qui invite à agir au niveau national et international. On parle d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle IMC est supérieur ou égal à 30. Les chiffres de l'année 2021 au Gabon font comprendre que 40% des adultes sont en surpoids, 15% des adultes sont obèses, dont 20% de femmes et 10% d'hommes. Parlons de l'obésité est le thème retenu pour l'édition 2023. Ensemble, on peut changer le récit de l'obésité pour une vie plus joyeuse, plus saine et plus longue. Activité présidentielle dans ce journal, Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a reçu ce matin à son cabinet le président du Front mondial pour la malaria et le VIH, presse présidentielle. Les assises du One Forest Summit s'achèvent et déjà pour cette nouvelle journée de travail à son cabinet, le président de la République reçoit le président du Fonds mondial pour la malaria et le VIH. Grâce au plaidoyer du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le Gabon est à nouveau éligible au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le VIH, après une suspension d'environ 15 ans. L'entretien du palais présidentiel ce jour a donc été l'opportunité d'un échange approfondi sur la stratégie nationale de lutte contre ces maladies afin d'accélérer l'acquisition du fonds pour le cycle 2023-2024. Cette allocation de près de 5 milliards de francs CFA devrait compléter les investissements dans la prévention et le traitement de ces pathologies. Le One Forest Summit visait à promouvoir la gestion durable des forêts. Le gouvernement gabonais est sorti grand gagnant de cette conférence qui a réuni des dirigeants du monde entier. Plusieurs accords ont été signés dans le but de relever les défis environnementaux auxquels est confronté notre pays. Sidela Niman nous donne plus de détails. Le One Forest Summit a réuni des responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations non gouvernementales et des dirigeants du secteur privé du monde entier. Ce sommet a été dans l'ensemble bénéfique pour le gouvernement gabonais qui a signé plusieurs accords dans le but de relever les défis auxquels sont confrontées les forêts du monde et plus particulièrement le bassin du Congo-Ogooué. 2 accords ont été signés au premier jour du sommet. Le premier avec le gouvernement français en faveur de la mobilisation de financement pour la réhabilitation et la valorisation de la décharge de Mindoubé. Cette décharge, saturée depuis plusieurs années, présente des enjeux de santé publique et un défi environnemental au cœur de la capitale gabonaise. Le deuxième est un protocole d'entente signé avec le gouvernement britannique pour acter les axes stratégiques de la coopération au développement entre le Royaume-Uni et le Gabon en matière de climat et d'environnement. La dernière journée du One Forest Summit a été marquée par la visite d'Emmanuel Macron à l'arboretum Rapanda Walker qui abrite une formidable biodiversité. À la fin de cette journée, un document nommé Plan de Libreville avec comme principal but la création d'un fonds doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros a été adopté. Ce document s'inspire des principales résolutions de la COP27. Les dirigeants gabonais et mondiaux ne cessent de le répéter, le One Forest Summit a été organisé en réponse aux préoccupations croissantes concernant l'état des forêts du monde. Les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial et abritent une part importante de la biodiversité mondiale. Cependant, elles sont menacées par une série de facteurs, notamment la déforestation, l'exploitation forestière illégale et le changement climatique. Dans l'ensemble, le One Forest Summit a été un forum décisif pour répondre aux besoins urgents de protéger et de préserver les forêts du monde. Le président français Emmanuel Macron a suggéré que cette rencontre devienne annuelle, soit dans un pays africain ou sur un autre continent pour évaluer les engagements pris et les résultats obtenus. Le One Forest Summit, qui s'est achevé le 3 mars à Libreville, a été marqué par plusieurs panels animés, notamment par des ministres avec ses collègues. Nicole Janine Lidi Robotimbu, ministre de l'économie du Gabon, a examiné la nécessité de faire recours à des financements innovants. Estelle Mvam nous en dit plus. Découvrir d'autres moyens de financement pour atténuer les risques, identifier les instruments qui peuvent permettre d'élaborer une feuille de route pour motiver
le capital financier. Un panel au cours duquel les ministres ont reconnu l'insuffisance des financements verts face aux aspirations réelles. Regardez la mobilisation Covid, tous les milliards qui sont sortis. Vous voyez bien qu'il y a des contradictions. Lorsque nous voulons mobiliser les fonds, nous pouvons le faire. Donc, à Libreville, actons pas simplement avec les scientifiques. Au-delà des rencontres et des discours, donc, je voudrais dire que les pays tels que le Gabon attendent la définition d'une feuille de route claire, une feuille de route qui permet de pouvoir compiler des actions concrètes de mise à disposition des ressources qui sont tant attendues par ces populations. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous avons dans nos villages aujourd'hui les populations qui viennent en ville. Pourquoi? Parce que les éléphants fuient leurs habitats, viennent dans les villages. Une action de mobilisation de fonds est donc toujours attendue. Le bilan des dégâts liés à la déforestation et à la pollution atmosphérique, lui, va en augmentant. Récurrence des inondations à grande échelle, cyclones, séismes, changements climatiques, sécheresses plus fréquentes, pluies acides, dommages sur la santé humaine. Que nous sommes condamnés à œuvrer ensemble. Il n'y a pas deux planètes, il y en a une. Il faut que nos amis du Nord comprennent que nous, au Sud, nous ne polluons pas, nous ne donnons pas de leçons, mais nous avons aujourd'hui les outils et nous demandons simplement qu'il y ait un rééquilibrage des financements. Nous ne pouvons pas simplement porter 5% des financements verts. Ce n'est pas possible. L'ambition des parties prenantes au One Forest Summit de Libreville est de parvenir à une optimisation de mise en place des mécanismes innovants au profit de la nature, du climat et des populations. À présent, hors de nos frontières et précisément au Cameroun, où on est désormais fixé sur les résultats de l'enquête préliminaire relative à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, le tribunal militaire a rendu son verdict. Regardons. Ce sont l'historienne française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blik Bassi qui co-dirigent cette commission focalisée sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Cette commission contient un volet scientifique pour fournir une analyse de l'histoire de cette période. Elle est composée d'une équipe de 14 chercheurs camerounais et français qui auront accès à la totalité des archives publiques françaises, y compris celles encore classifiées. Il y a des historiens, je l'ai dit, qui sont très brillants. On fera beaucoup de déçus parce qu'on n'a que 14 places. Hein. C'est les sélectionnés, pour prendre une métaphore du football. Certains avaient la chance de pouvoir travailler dans cette commission. Ils ont choisi au contraire de ne pas, de plutôt la décrier alors qu'ils avaient donné leur accord de principe. Écoutez, c'est leur choix. Je le déplore. Avant l'indépendance du pays en 1960, les autorités françaises ont réprimé dans le sang les maquis de l'UPC, un parti nationaliste fondé à la fin des années 1940 et engagé dans la lutte armée contre le colonisateur et ses alliés camerounais, particulièrement pays bamileke. Imaginez ça, il y a des blessures profondes qui n'ont jamais guéri. Et donc il est question que cette commission permette non pas de créer des rancœurs, non pas de revendications. Non, il n'y a pas de revendication. Il y a la reconnaissance des faits historiques. Moi, j'attends que la France dise un mot de « nous sommes désolés ». L'artiste Blik Bassi se penchera sur la question des enjeux patrimoniaux et artistiques, notamment l'étude de l'héritage oral et matériel de cette période. C'est en fin 2014 que la commission rendra ses travaux publics. Et justement, nous avons en ligne du Cameroun notre correspondant Joël Sidney. Joël, c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui a duré un mois, le temps d'une enquête complexe pour les autorités camerounaises. Écoutez, il était 17h45 hier vendredi lorsque le minibus transportant les principaux suspects de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo franchissait le portillon du tribunal militaire de Yaoundé. C'est une vingtaine de suspects au total qui sont passés devant le commissaire du gouvernement pour le dernier tournant décisif, on va le dire, de cette enquête préliminaire. Ce n'est qu'après plusieurs heures, précisément au petit matin de samedi, que le verdict du tribunal militaire sortira et l'on apprendra dans la foulée
que le président directeur général du groupe L'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga écope d'une mise sous mandat de détention provisoire pour complicité de torture ayant conduit à la mort de Martinez Zogo, un sort également réservé à tous les éléments de la direction générale du renseignement extérieur interpellés dans le cadre de cette enquête. De l'autre côté, le colonel Etoudi Nsoué, par ailleurs beau-père de Jean-Pierre Amougou Belinga et responsable de sa sécurité, ainsi que Bruno Bidjan, par ailleurs directeur des médias du groupe L'Anecdote, ont été libérés. Alors même que certains commentaires relativement à l'inculpation pour fait de torture des personnes mises sous mandat de détention provisoire dans le cadre de cette affaire laissent supposer qu'elles ne seraient pas les auteurs de la mort de Martinez Zogo parce qu'elles ne sont pas poursuivies pour assassinat. Il convient tout de même de rappeler que lorsqu'une personne cause la mort à autrui à la suite d'un acte de torture, c'est l'article 277-3 du Code pénal camerounais sur la torture qui s'applique et non l'article 276 du Code pénal sur l'assassinat. L'enquête préliminaire s'est claire étant achevée. Les détenus devront donc attendre 6 mois pour l'ouverture officielle du procès ici même à Yaoundé. Depuis Yaoundé au Cameroun, je suis Joël Sidney Wende pour TV+ Afrique. Le président français Emmanuel Macron continue sa tournée en Afrique centrale. Après l'Angola où il a signé un accord agricole, il s'est rendu au Congo puis en République démocratique du Congo. Silena Niman pour plus de détails. Emmanuel Macron a foulé le sol congolais à Brazzaville vendredi après-midi. Après sa visite au Gabon placée sous le signe de la défense de l'environnement avec le One Forest Summit qui se réunissait pour la première fois à Libreville, sa visite en Angola placée sous le signe de la formation agricole, il met l'accent sur la mémoire et la culture au Congo-Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a de son côté énuméré les sites historiques et touristiques tels que le mémorial Savorgnan de Brazza, l'école de peinture de Poto-Poto, et le monument de Félix Eboué que le président français pourrait voir à Brazzaville quand il viendra plus longtemps, allusion à sa visite que beaucoup de Congolais ont jugée trop courte. Il est reparti dans la soirée pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il a retrouvé son homologue congolais Félix Tshisekedi samedi matin. Emmanuel Macron arrivait déterminé à renforcer le partenariat avec ce pays phare d'Afrique centrale dans les domaines de la santé et de la culture. Il a rencontré des artistes et des entrepreneurs, ainsi que le professeur Jean-Jacques Mouyembe, à l'origine de la découverte du virus Ebola. Mais ce sont surtout les coulisses de la rencontre avec Félix Tshisekedi qui seront scrutées de près. Emmanuel Macron se retrouve accusé de parti pris en faveur de Paul Kagame, qui est accusé de soutenir le groupe rebelle, qui sévit dans l'est de la RDC, le M23, avec lequel il a opéré une réconciliation après les années noires consécutives au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, et les accusations d'implication dans ce bain de sang portées contre la France. Et justement, Emmanuel Macron s'est exprimé pour répondre aux attentes des populations sur la lutte contre le M23. Écoutons. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncé par l'Union européenne. Sport à présent, dans le but de faire respecter son programme de développement et de sa convention signée avec la Fédération française de basketball. La Fédération gabonaise de basketball, FEGABAB, a organisé une formation des arbitres et des entraîneurs par les instructeurs FIBAB. Jeremy Ngoma pour plus de détails. Le 1er mars dernier, les arbitres et entraîneurs gabonais ont été soumis à un stage de renforcement de capacité du 3x3 qui s'est déroulé dans la commune d'Akonda. Une rencontre du donner et du recevoir qui s'est déroulée en 2 sessions, dont la première dirigée par Najib Chajidine, arbitre international et instructeur FIBA, dont le rôle était d'enseigner sur les techniques arbitrales purement spécifiques au 3x3 de cette discipline sportive. Un séminaire de formation dédié exclusivement aux entraîneurs et aux arbitres gabonais et qui s'inscrit
en droite ligne du partenariat entre la Fédération gabonaise de basketball, FEGABAB, et la Fédération française de basketball. La seconde session de ce programme a été animée par le sélectionneur du Maroc et instructeur FIBA également, Stéphane Montsir, dont la session s'est penchée sur les stratégies de l'entraînement du 3x3. Ces formations ne sont donc que la confirmation du développement du basketball, mais également du 3x3, comme annoncé par la Fédération gabonaise de basketball. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur TV+. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.